D'abord, vous remercier de m'avoir invité à prendre la parole. Donc, vous l'avez deviné, je ne suis pas du tout spécialiste des mouvements sociaux, quelle que soit la définition que l'on accorde à ce terme. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'espère aussi clairement que possible, et je vous invite à m'interrompre pendant l'exposé lorsque je ne suis pas claire, lorsqu'il vous faut des explications supplémentaires. Si j'essaie très très vite d'en retracer un peu la genèse, ça vient d'un intérêt notamment pour la question, on va dire, du sens du juste en Chine. Donc très très vite, j'ai commencé à m'intéresser à cette question pendant les années 80, après les réformes économiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, initiées notamment par Deng Xiaoping au début des années 80. À ce moment-là, tout d'un coup, des écarts de revenus se sont produits en Chine. On parlait à l'époque de la maladie des yeux rouges, c'est-à-dire le fait d'envier son voisin parce que tout d'un coup, il devient plus riche que soi. Donc la question de la légitimité des modes d'enrichissement, de la légitimité des écarts a été posée et continue à être une question très importante en Chine. Puis je me suis intéressée au sens du juste dans Dispute au village chinois un peu autrement, à savoir que pendant les années 90-2000, on a vu le passé chinois antérieur à la révolution chinoise, différents moments du passé retrouvés droit de cité, et donc des règles, des usages, des principes qui avaient été combattus après 1949, retrouver une certaine légitimité, et s'est posé au quotidien aux personnes bien souvent la question de comment faire, comment agir ensemble de façon rationnelle, mais plutôt, je dirais, raisonnable, juste, correcte. Et puis j'en suis venue peu à peu à ce travail que je vais évoquer aujourd'hui, sur la façon dont les individus en Chine aujourd'hui se saisissent d'une institution ancienne, dont je vais parler dans quelques minutes, l'administration des lettres et des visites, non pas tellement pour contester, mais pour dire que ce qui est ne devrait pas être. Et je vais essayer de vous en expliquer, de parler plus longuement de cela. Donc j'ai travaillé sur un corpus de lettres, mais je voudrais évoquer cela dans quelques instants. Dans cette introduction, en discutant l'autre jour avec Geoffroy, on s'est dit, essayez quand même de reconstituer, de replacer un peu ce dont je vais parler dans un contexte plus large. Et donc je vais faire en guise d'introduction vraiment style télégraphique, quelques points, je m'excuse de leur brièveté, et puis dans une deuxième partie j'aborderai quelques éléments de cet ouvrage de façon plus déployée. Donc premier petit point en style télégraphique, bien sûr vous dire une évidence je pense, mais à savoir que la situation que nous observons en Chine n'a rien à voir avec ce qu'elle était pendant les 3 premières décennies du régime. On parle souvent justement, et je l'ai fait moi-même tout à l'heure, des réformes économiques lancées au début des années 80. Je crois qu'il faut comprendre, en tout cas c'est ainsi que j'essaie d'analyser, que ces réformes économiques n'auraient pas été possibles sans des réformes politiques qui n'ont pas dit leur nom, mais qui ont été bien présentes. Parmi ces réformes politiques, la reconnaissance d'un certain nombre de torts politiques créés en Chine ou qui se sont produits en Chine pendant les 3 premières décennies, notamment par le biais de la réhabilitation des victimes de campagnes politiques passées. C'est-à-dire qu'au lieu de désigner les coupables d'exactions ayant été commises entre 1949 et 1979, on a réhabilité les victimes ou certaines victimes des campagnes passées. Les étiquettes de classe qui prévalaient, puisque prévalait alors une certaine interprétation de la lutte des classes, se sont défaites du jour au lendemain, au début des années 80. Je ne reviens pas sur cet épisode, mais cet abandon ou ce retrait des étiquettes de classe a signifié en même temps l'abandon, pour aller très vite, de ce qu'on pourrait qualifier de projet totalitaire. C'est-à-dire que l'idée qu'il existait des lois historiques irrésistibles qui désignaient bien sûr le point vers lequel la société chinoise se dirigeait, l'idée que tout était possible, il y a eu véritablement un abandon de cette visée d'un projet totalitaire. Et l'idée qu'à partir de maintenant, on va donc progresser, se transformer, comme disait, vous le savez sans doute, Deng Xiaoping, en tâtonnant les pierres qui se trouvent au fond du lit de la rivière, c'est-à-dire on va aviser au cas par cas, en avançant de façon progressive. Donc ces transformations, elles nous interdisent de poser une équivalence entre ce que nous vivons aujourd'hui en Chine et ce qui s'est passé pendant les 3 premières décennies. Deuxième petit point très rapide, je voulais retrouver les chiffres pour aujourd'hui, je ne les ai pas retrouvés, mais je pense que le gouvernement chinois n'a jamais dans son histoire
dépenser autant de moyens techniques, humains, financiers pour maintenir, comme on dit, l'ordre social en Chine. Donc vous pouvez voir un petit point de l'iceberg émerger en regardant ce qui s'est passé lors du 18e congrès au mois d'octobre. Vous savez sans doute, et on en a fait un peu des gorges chaudes, on a un peu ironisé à l'étranger du fait qu'on avait interdit aux taxis, on avait ôté les manivelles permettant d'ouvrir les fenêtres arrière des taxis pour que les pétitionnaires dont je vais parler montés à Pékin ne lancent pas leur plainte par la fenêtre. On sait qu'il y a eu 1 million de bénévoles mobilisés lors du 18e congrès. Ceci n'est que vraiment un aspect de la situation. Je crois qu'il faut prendre vraiment la mesure des moyens, encore une fois, sans doute sans précédent, qui sont mis en œuvre pour maintenir ce qui est dit en Chine, ce qui est appelé l'ordre social, la stabilité. Si ces moyens sont mis en œuvre de façon aussi importante, il y a une façon de voir les choses, je dirais peut-être sans dire qu'elle est positive, mais cela veut dire que les autorités chinoises, le Parti communiste chinois, fait aujourd'hui face à une situation sociale extrêmement, je dirais, intense, au sens où les individus vont se saisir, vont créer ou se saisir d'espaces. Je vais pour l'instant, sans le définir, mais utiliser le terme d'un sociologue de l'école, Alain Cotreau, qui parle à propos de la France sous d'autres époques d'espaces publics intermédiaires. Je n'ai pas le temps de poursuivre et de proposer une définition, mais ce que font effectivement les individus aujourd'hui, c'est de créer, de saisir ou de détourner des espaces qui étaient économiques, religieux ou autres, pour en faire des espaces de parole et des espaces d'action concertée, éventuellement des espaces d'action collective. Donc, on pourrait dire moyen à la mesure du défi ou des défis qui se posent. Et en même temps, c'est vrai, et je serai rapide sur ce point, mais vivant, comme l'a dit Geoffrey, depuis 2 ans en Chine, je suis en même temps plus peut-être consciente que je ne l'étais auparavant de la prégnance quotidienne de ces moyens déployés pour limiter, obliger, ou bien limiter ces espaces, ou bien les obliger à fermer. Et on voit bien sûr tout le temps de nouveaux espaces se créer, mais c'est vraiment une situation extrêmement tendue, beaucoup plus tendue me semble-t-il qu'il n'y paraît. Et je dirais qu'il faut souligner d'autant plus l'importance de ces espaces, l'habileté que ceux qui les investissent ou les créent déploient, et aussi d'une certaine façon une forme de ténacité, de courage. Je ne voudrais, avant de parler de cet espace particulier, très très vite, Séverine a parlé de façon extrêmement claire, intéressante d'Internet. Je ne reviendrai pas sur Internet. On pourrait parler d'autres espaces dont vous avez entendu parler, par exemple des phénomènes d'action collective ponctuelle, phénomènes d'action collective ponctuelle qu'on estimait, je crois, en 2005 à 80 000 par an et qui sont aujourd'hui passés à 180 000 par an. Ça, c'est le chiffre de 2010. Donc, en 2010, 180 000, on appelle ça en Chine officiellement incidents de masse. Qu'est-ce que c'est ces incidents de masse? Je prends quelques exemples d'incidents de masse qui sont déroulés entre le 25 octobre et le 7 novembre 2012. Par exemple, près de la ville de Ningbo, entre le 24 octobre et le 29 octobre, environ 1000 personnes se sont heurtées, on va dire, se sont affrontées avec la police anti-émeute parce qu'ils réclamaient la non-construction, et ça fait écho à ce que disait Séverine, d'une usine pétrochimique dans les environs de la ville. On pourrait continuer et on reviendra peut-être mais rapidement sur ces questions d'environnement, mais les chiffres officiels sont que depuis 1996, le nombre de disputes ou d'incidents de masse liés à des questions d'environnement augmente de 30% par an depuis 1993 en Chine. On pourrait parler aussi, 30 octobre 2012, la police anti-émeute a dispersé des villageois qui bloquaient une autoroute dans la province du Guangdong en protestant contre l'expropriation faite en secret de leurs terres villageoises pour agrandir une autoroute, etc., etc. C'est simplement pour vous donner des exemples, c'est ce type d'événement que l'on qualifie d'incident
ponctuels. Donc une augmentation très sensible de ce type d'incident. Un troisième espace que les chercheurs en Chine et à l'étranger observent est l'espace du développement d'organisations non gouvernementales. Et là aussi, on pourrait voir à la fois toute la vivacité, toute l'intensité de la création d'organisations non gouvernementales en Chine, et puis en même temps, des chercheurs chinois comme quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Kang Xiaoguang, nous montre que ces organisations, au fur et à mesure où elles se créent, sont très vite, soit, je dirais, limitées véritablement dans leurs activités, dans les activités qu'elles peuvent déployer, soit, comme il dit, absorbées. C'est-à-dire qu'on va les absorber en partie au sein de la société chinoise. Et je ne vais pas entrer tout de suite, excusez-moi, dans le détail, mais Marianne Bastide posait une question tout à fait importante tout à l'heure, à savoir comment se coagulent autour de certains intérêts les individus. Et ils se coagulent notamment, et quelquefois leur action commune prend la forme de la création ou pas d'une association ayant véritablement pignon sur rue, quelles que soient les formes d'enregistrement. Mais la situation actuelle est également assez tendue dans ce domaine. Je donnerai un exemple extrêmement rapide. Encore une fois, on est obligé de partir des exemples que l'on connaît, qui sont singuliers, qui ne sont pas représentatifs, qui valent ce qu'ils valent. Mais par exemple, une association qui n'est pas une association, un groupe, un réseau de personnes engagées dans la défense du patrimoine historique dans une ville de Chine. Ils se sont constitués justement en utilisant le mot autorisé en Chine depuis les Jeux Olympiques de bénévoles, volunteer, de volontaires, en disant puisque le gouvernement chinois nous a encouragés à devenir des volontaires, nous sommes des volontaires pour ne pas dire que nous avons une action politique pour la défense du patrimoine historique. Et donc on peut avoir en Chine cette situation paradoxale de ce réseau de personnes qui sont notamment liées par un site internet commun avalisé par les instances centrales à Pékin, se déployant après avec des rubriques pour les grandes villes chinoises, et le responsable qui n'est pas élu, nommé, mais le responsable reconnu de ce réseau peut être quelqu'un à la fois qui va être sollicité par les instances centrales à Pékin pour faire un rapport concernant la nécessaire défense du patrimoine industriel en Chine, et quelqu'un à qui les autorités de sa propre ville, puisqu'il les embête, puisqu'il va faire un travail de veille lorsqu'il dit que tel monument historique, les bulldozers sont en train de s'approcher de lui alors qu'il devrait être protégé, eh bien ce même responsable d'association, dans la ville où il est, les autorités de la ville peuvent faire en sorte que la poste ne délivre aucun courrier, aucun colis, et qu'on essaie de le priver de ses moyens de vivre, de survie, donc demander à ses employeurs de ne plus l'employer pour l'obliger éventuellement à accepter un billet de train pour se rendre dans une autre ville dans le cadre de son activité de volontaire et pouvoir être là accusé de malversation et de tirer parti de son activité et donc l'arrêter. Donc cette personne me disait, et je trouve l'image très juste, tu sais, essayer de créer quelque chose comme ça et les contacts avec les autorités locales qui ne sont pas un bloc. On peut avoir au sein d'un même service quelqu'un de tout à fait partisan de son action et un autre qui a plutôt, on va dire, pour faire vite, à voir avec les promoteurs immobiliers qui ne va pas être partenaire de son action. Et il me dit, c'est comme marcher sur la crête d'une montagne, mais tu sais, on ne peut pas marcher à deux côte à côte. On peut être qu'un sur la crête de la montagne. C'est vraiment un travail ou une activité véritablement d'équilibriste. Donc il y a ces différents espaces. Ce ne sont pas des espaces dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais c'était simplement pour reconfigurer un tout petit peu ou montrer un peu dans quelle situation, encore une fois que j'ai bien conscience de vous tracer ou de vous camper avec des traits beaucoup trop grossiers, mais je vais essayer de vous parler d'une forme plus souterraine. Une forme plus souterraine d'expression, de prise de position pour faire vite, la population chinoise, plus souterraine donc ignorée, plus souterraine donc quelquefois un tout petit peu sous-estimée. Et je voudrais essayer, à travers un peu cet exemple, justement de montrer d'autres formes de contestation. Alors, bien sûr, j'ai perdu ma page 1, mais je vais la retrouver. Voilà.
Donc ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui très rapidement, c'est de la façon dont les individus se saisissent aujourd'hui en Chine d'un espace particulier, un espace de parole ouvert par une administration qu'on appelle en Chine l'administration des lettres et des visites. L'administration des lettres et des visites, là aussi je m'excuse d'aller au pas de course, l'administration des lettres et des visites est officiellement créée en 1951 en Chine. Donc la révolution chinoise, l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois, officiellement, c'est le 1er octobre 1949. Et bien avant même d'arriver au pouvoir, comme après 1949, les dirigeants politiques vont manifester leur grande proximité vis-à-vis de la population. Et cette proximité, ils vont la manifester ou l'illustrer en disant que n'importe quelle personne peut, en quelque sorte, presque venir frapper à leur porte ou venir frapper à leur porte de leur secrétariat pour leur rendre visite. De même qu'il est possible de leur écrire pour exposer des requêtes, des doléances ou des demandes. Et en 1951, Mao va conseiller de la création de bureaux spécialisés dans la réception et le traitement de ces lettres ou de ces visites. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, simplement vous dire que très rapidement, qu'est-ce qu'il arrive à cet espace entre 49 et 79. Donc d'abord, pourquoi le gouvernement chinois souhaite la mise en place de cette administration? Il souhaite la mise en place de l'administration officiellement pour différentes raisons. Permettre aux partis à l'État, je l'ai dit, de rester en contact avec la population, mais aussi de comprendre les sentiments du peuple et les souffrances des masses. Les informer de l'état de la société, c'est un moyen d'information comme Internet aujourd'hui. Prévenir l'apparition de désordres sociaux, apporter un soutien à la lutte des classes. Et c'est très important parce qu'il s'agit notamment au départ de porter à la connaissance des autorités locales des ennemis de classe qui seraient passés entre les mailles du filet jusqu'alors. C'est également favoriser la supervision de l'administration locale. Toujours un tout petit peu très vite, au cours des 3 premières décennies du régime. Donc, cette administration se met en place, des bureaux. Ça commence au niveau des ministères, à la capitale, puis peu à peu, dans les provinces, les municipalités, les cantons, on met en place ces bureaux des lettres et des visites. C'est une sorte de grand réseau qui existe aujourd'hui. Et je ne vais pas revenir tellement sur l'aspect institutionnel, mais vous pouvez aller à Pékin, vous avez le bureau des lettres et des visites de l'arrondissement où vous vivez à Pékin, ou le bureau des lettres et des visites de la mairie de Pékin, vous avez également le bureau des lettres et des visites nationales, etc. Ce que je voudrais vous dire très vite, c'est qu'au cours des 3 premières décennies du régime, alors que cette administration, encore une fois, est avant tout comprise comme un moyen de seconder la dite lutte des classes, c'est-à-dire de recevoir des dénonciations, pour aller très vite, d'ennemis de classe. En effet, cette administration, dès sa création et jusqu'à aujourd'hui, autorise l'envoi de lettres ou la réalisation de visites qui doivent toujours avoir affaire à des situations particulières. On n'écrit pas pour faire un grand traité politique. On ne rend pas visite pour parler de façon abstraite de la constitution chinoise, on vient parler d'un cas singulier, son cas. Et on est autorisé à venir en parler en cherchant 4 effets possibles. 1. Demande d'assistance. Une famille qui tout à coup est dans le besoin, une succession d'aléas qui va se tourner vers l'administration, et ça a été fait à de nombreux moments et ça continue à être fait en demandant un emploi pour le fils, quelques dizaines de grammes de céréales en 1958 pour survivre, donc se tourner pour une demande d'assistance. Deuxièmement, il y a la rubrique suggestion positive, c'est-à-dire faire des propositions pour améliorer la production, etc. Troisièmement, faire appel de décisions politiques, administratives, judiciaires jugées injustes. Quatrièmement, dénonciation et accusation. Je suis obligée d'aller très vite. Mais alors que l'attente était certainement que ce dispositif fonctionne comme d'autres dispositifs qui existent ailleurs, pour recevoir des dénonciations d'ennemis de classe, dès 1955-56, ce sont des accusations portées contre les cadres locaux, les représentants locaux du parti et de l'État qui dominent. Encore une fois, je suis obligée d'aller un tout petit peu, d'aller extrêmement rapidement.
contrairement à ce qu'on pensait et ce qu'on pense encore bien souvent aujourd'hui, les pics de mobilisation de cette administration entre 1949 et 1979, ce n'est pas lors d'une campagne politique qui désigne de nouvelles cibles de la campagne politique, c'est à chaque fois qu'il y a des mouvements au contraire de rectification au sein du parti, c'est-à-dire que le parti dit « nous avons eu en partie tort, donc la parole est libérée en quelque sorte, ou la parole est plus facile, dites-nous, adressez-nous vos critiques, vos suggestions ». Les pics, c'est lorsque une plus grande, je dirais, possibilité de parole ou un espace de parole est donné. Dans ces lettres, donc nous avons travaillé sur un corpus de lettres, plusieurs centaines de lettres collectées pendant plusieurs années. Les lettres de ces 3 premières décennies, vous devinez que je généralise maintenant à outrance, faute de temps, sont des lettres à la fois assez prudentes, dans lesquelles les personnes s'adressent aux autorités en disant rarement « je » ou « nous », en disant par exemple « je suis un ouvrier permanent, en tant qu'ouvrier permanent, nous devrions avoir accès à tel et tel privilège et pourquoi nous ne les avons pas ». Donc on parle au nom d'une catégorie officielle à laquelle on appartient. On écrit souvent à Mao, aux grands dirigeants chinois, en reconnaissant la supériorité de jugement de ceux auxquels on s'adresse. On termine les lettres en disant « peut-être que j'ai tort, peut-être que je n'ai pas bien compris la politique du parti, etc. » Néanmoins, on prend aussi des risques. On essaie d'écrire en mettant en avant le cadre normatif, éthique, qui devrait prévaloir. Je vous cite très rapidement, parce que sinon cela restera trop abstrait, un extrait de lettre écrit lors du Grand Bond en avant en Chine, cette grande campagne de production de l'acier en 1958. Donc par exemple, une personne écrit « Chers camarades, responsables dirigeants de la province du Shanxi, ma lettre n'a d'autre motif que de vous raconter certains événements qui se sont produits dans le canton XX, de vous en parler pour que vous puissiez en prendre connaissance. Il y a eu dernièrement 2 affaires importantes qui ont mis plusieurs vies en péril. La première liée à la campagne pour la production d'acier. La vie de 2 personnes a été menacée. Dans le premier cas, un enfant de 10 jours est resté seul à la maison car les responsables de la coopérative ont ordonné à sa mère d'aller au four pour faire fondre l'acier. Sinon, on allait lui cracher dessus pendant toute une soirée. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'obéir et de partir, laissant son enfant à la maison. Quand son mari est rentré du travail et qu'il a vu l'enfant tout seul et en pleurs, il a été voir les cadres de la coopérative et ceux-ci lui ont fait une belle réponse. Ils lui ont dit qu'il s'agisse dans la période actuelle de préserver les objectifs à atteindre et non pas les vies humaines. 1 ou 2 personnes en moins ont-ils dit cela n'est rien car le pays est riche en ce domaine. Le mari n'a pas supporté ces paroles, il a fait demi-tour et a été sauvé de justesse par des voisins alors qu'il tentait de se suicider. Donc il y a, selon les périodes, ces récits qui sont, malgré tout, malgré les risques que l'on prend. Je vous cite très rapidement une 2e lettre, aussi 1958. Responsable bien-aimé, à propos du grand bond en avant des coopératives agricoles dans notre district, certaines choses se produisent qui ne sont pas tout à fait appropriées et qui affectent les cultures. Donc il décrit ce qui ne se produit de pas bien. Et puis il continue. Notre socialisme fait de grands bonds en avant, mais il faut quand même procéder par étapes et de façon scientifique. Si on fait de grands bonds par-ci par-là comme les grenouilles, sans réfléchir, cela ne marchera pas et on n'arrivera pas à grand-chose. Les cadres et les masses, comment leurs pensées peuvent-elles se rejoindre? Les uns et les autres sont comme des marionnettes qui essaient de se coordonner. À la suite de l'envoi de cette lettre dont je ne vous ai cité qu'un extrait, ce paysan sera étiqueté contre-révolutionnaire et les représailles seront donc importantes. Très très vite, parce que mon idée ce n'est pas d'entrer trop dans le détail historique. À la veille de l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, le type de lettres qui domine, les bureaux des lettres et des visites sont paralysés par quoi? Par l'envoi de demandes de réhabilitation. C'est-à-dire des personnes qui écrivent, qui disent « je suis une victime innocente de telle ou telle campagne politique ». Et cette administration va être l'un des moyens, l'un des dispositifs utilisés pour réhabiliter, après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, certaines des victimes des anciennes campagnes politiques. Vous dire aussi très vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, que depuis le début des années 1990, cet espace est saisi, est investi de façon massive en Chine. Nous n'avons pas vraiment de chiffres, parce que je vous ai dit que c'était un réseau de bureaux, mais on peut très bien écrire une lettre à un dirigeant chinois sans passer par le bureau des lettres et des visites. Le dernier chiffre que nous ayons est celui de 14 millions de lettres et de visites en 2003. Depuis 2003, nous n'avons plus de chiffres en valeur absolue.
Et apparemment, officiellement, on a des pourcentages qui montrent un déclin du nombre d'affaires portées devant ce réseau administratif. De façon un peu paradoxale, lorsque j'essaie de poser la question à Pékin ou dans d'autres villes, à chaque endroit on dit oui, nationalement les chiffres décroît, mais pas chez nous, pas chez nous, pas chez nous. D'autre part, ce qui est important pour mon propos, c'est de savoir que les visites augmentent plus vite que les lettres. La demande de face à face avec les administrateurs locaux ou nationaux, on monte à Pékin, augmente plus vite que les lettres. Et les visites collectives et les lettres collectives augmentent plus vite que les que les lettres et les visites individuelles. Les principaux griefs à l'heure actuelle, question de, expropriation des terres, éventuellement expropriation de biens immobiliers en ville, question d'environnement, question du droit du travail, problèmes de sécurité, sont parmi les griefs les plus importants. Ayant au pas de course essayé de dire ces quelques mots et on pourra revenir plus en détail, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui est être un peu plus précis sur certains points. J'ai choisi comme entrée aujourd'hui d'essayer de répondre à un débat qui existe aujourd'hui parmi les sinologues aux États-Unis. Certains disent que ces personnes en Chine qui protestent sont, comme on dit en Angleterre, rule-oriented, donc orientées vers le respect de la règle, puisque lorsqu'ils prennent la parole, bien souvent, ils reprennent des morceaux du discours officiel pour dire que les choses ne vont pas, qu'elles ne sont pas comme elles devraient être. D'autres disent, mais non, en Chine, les personnes sont plutôt right-oriented. Donc, je voudrais essayer de répondre un tout petit peu très rapidement à cette question parce que je pense que l'on revient à la question des mouvements sociaux, en tout cas une autre façon de contester le pouvoir que celle auquel peut-être nous sommes habitués. Donc je vous disais, depuis ces 30 dernières années, cet espace est investi de façon massive. Je vais vous lire très très rapidement, là aussi un extrait d'une lettre envoyée, je crois que c'est une lettre de 2007, adressée par une résidente de Pékin au maire de la ville. L'affaire peut vous paraître dérisoire. Cette personne qui a écrit de nombreux mails, puisqu'on peut maintenant écrire des lettres, mais adresser également des mails électroniques, elle se plaint. De quoi se plaint-elle? Elle habitait dans un immeuble dans Pékin. Tout d'un coup, il y a une résidence luxueuse qui a été construite devant son immeuble, ce qui fait que la voie, la rue qui permettait l'accès à son immeuble a été privatisée par la résidence, qui s'appelle la résidence des Chinois d'Outre-mer. Et il leur faut maintenant aux résidents qui habitent derrière acheter un pass pour pouvoir emprunter cette voie. Donc c'est pour que vous compreniez le contenu de la lettre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit, je vous cite un extrait parce qu'elle est très très prolifique. Ses mails font 5-6 pages. Respectez monsieur le maire, est-ce que vous allez bien? Mon fils Ma Wei vous a écrit au début du mois de juin pour évoquer et contester le fait que la résidence des Chinois d'Outre-mer considère désormais comme sien un passage jusqu'alors public, à poser des barrières, imposer l'achat d'une carte à ceux qui veulent emprunter, ce qui empêche les habitants du quartier d'y circuler à leur guise, comme ils avaient coutume de le faire. Aujourd'hui, 2 responsables du comité de résidents, l'instance de contrôle de gestion de la population urbaine inférieure, sont venus voir mon fils pour lui remettre le document que la résidence a écrit, en réponse aux questions, etc. Il est dit dans ce document que, elle cite, ouvre des guillemets, des problèmes de sécurité existeraient si des individus désœuvrés et sans fonction précise pouvaient aller et venir à leur guise dans ce passage. Fin des guillemets. Cette affirmation ne peut constituer une justification pour la fermeture de cette voie et pour l'instauration d'un système de cartes payantes. Elle continue. Les individus désœuvrés et sans fonction précise sont aussi des citoyens de notre pays. Ils ont le droit d'aller et venir comme bon leur semble. Il n'existe pas, que je sache, de directive nationale interdisant aux individus désœuvrés sans fonction précise d'emprunter les passages publics dans telle résidence, tel quartier, telle ville. Empêcher ces individus désœuvrés sans fonction précise, ainsi que les habitants du quartier, d'utiliser un passage public est donc contraire à la loi. Si l'État dépense de l'argent pour entretenir les voies de communication, c'est bien pour que les gens puissent y circuler. Les gens ne sont pas distingués selon qu'ils viennent du nord ou du sud. Ils ne sont pas distingués selon qu'ils sont âgés ou jeunes. Tous ont le droit de marcher dans la ville. En agissant comme elle le fait, la résidence viole le droit de circulation des gens, qui est constitutif des droits que détiennent les personnes humaines et agit de façon contraire à la raison. Je vous cite cette lettre très rapidement pour que vous ayez une idée de la tonalité des lettres qui sont aujourd'hui adressées aux autorités, encore une fois, locales, puis on est censé après remonter jusqu'aux autorités nationales. Alors,
je vous ai dit que cet espace était investi de façon massive. Il faudrait aussi dire, et peut-être qu'on reviendra dessus dans la discussion, que les personnes qui adressent une lettre ou qui effectuent une visite vont peut-être par là même aussi parallèlement s'adresser à un avocat ou peut-être finir par mener une action collective. Il y a des visites qui réunissent notamment, c'était le cas à la fin des années 90 à Shenzhen, des centaines, voire 2-3 000 ouvriers migrants à Shenzhen qui rendent ensemble visite au bureau des lettres et des visites. C'était un peu de véritable, on peut dire, manifestation. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre bien des transformations de la politique menée notamment par le gouvernement chinois envers les migrants si on ne comprend pas que le gouvernement chinois, par le biais des lettres et des visites, était au courant de l'intensité des plaintes et des dysfonctionnements dans notamment les usines, par exemple à Shenzhen, pendant les années 90. Ce que je voudrais essayer de dire aujourd'hui un peu clairement, c'est que l'administration des lettres et des visites est souvent décriée pour son inefficacité. Parce qu'effectivement, ils sont des intermédiaires entre la population et les services concernés par l'éducation, la pollution, etc. Cette efficacité, ça veut dire que là, on l'évalue simplement du point de vue, on va dire presque institutionnel. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Ce que j'essaierai de dire, c'est qu'il faut évaluer ce que cette institution ou le fait de saisir cette institution fait à ceux qui la saisissent. Cet espace de parole est volontiers également d'évaluer dans la littérature comme permettant la seule expression d'intérêt particulier. Alors, je voudrais insister, et peut-être sans avoir le temps de vous le démontrer aujourd'hui, vous dire qu'il s'agit, je pense, d'un espace politique extrêmement important. Il s'agit d'un espace d'abord d'initiative, dans la mesure où les membres de la société chinoise peuvent décider à n'importe quel moment d'y exprimer, au moins par voie de lettre, une parole spontanée même si elle est contrainte. Personne ne peut empêcher quelqu'un de poster une lettre. Et il y a des individus qui postent 10, 20, 100, 200, 500 lettres. Cet espace d'initiative est d'autant plus ouvert depuis que les étiquettes de classe ont disparu à la fin des années 80 et que l'existence de statuts politiques qui validaient ou invalidaient certains témoignages a disparu. Il s'agit également d'un espace où les plaignants quittent la sphère privée pour apparaître non pas en public, mais pour s'adresser aux autorités publiques. Sortir de l'anonymat pour faire le récit, et un récit aussi cohérent que possible, de ce qui leur arrive sur le plan normatif et factuel. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais dire en Chine, faire le récit de ce qui se passe, essayer de mettre des mots sur la réalité que l'on vit, est presque quelque chose de subversif. Et c'est en tout cas certainement quelque chose de très difficile. Ceux qui rédigent ces lettres, comme vous l'avez vu peut-être dans l'extrait précédent, sont amenés donc à faire un récit et donc à distinguer le juste et l'injuste, le bien du mal, le légitime de l'illégitime. Ils utilisent donc, si l'on en croit par exemple quelqu'un comme Hannah Arendt, cette faculté spécifiquement politique qui consiste à donner sens au particulier en se saisissant de formes générales. C'est-à-dire, ils disent au nom de quoi la situation qu'ils vivent est injuste. Et ils s'inscrivent ainsi dans un monde commun qui est présumé, testé, consolidé. Cet espace est politique aussi au sens où la relation entre gouvernants et gouvernés est vraiment centrale dans les lettres. Je suis obligée d'aller très vite. Mais certains ont commencé à étudier, je l'ai fait moi-même, à analyser ces lettres en disant quels sont les griefs qui sont présents, qui prend la parole. Je dirais que presque le plus important, c'est comment s'adressent-ils aux autorités auxquelles ils écrivent. Et il y a véritablement, je pense, des attentes politiques qui sont formulées dans la façon dont ceux qui écrivent s'adressent ou postulent la relation qui devrait exister entre gouvernants et gouvernés. Je fais une petite parenthèse très rapidement. Une collègue de notre centre, Anne Chang, elle travaille sur la pensée chinoise, et elle dit qu'il existe une grammaire chinoise de l'action qui est conjonctive, au sens où la relation R engendre les deux termes de la relation, par rapport à une grammaire disjonctive dans laquelle on a A et B qui engendrent une relation R.
Cette affirmation d'une spécialiste de l'histoire de la pensée chinoise pourrait nous apparaître déconnectée des relations présentes. Or, lorsque j'ai lu cette phrase, véritablement cela m'a éclairé beaucoup sur ce que je peux observer aujourd'hui en Chine. Je vous donne un exemple. Je discutais avec un bouquiniste dans la ville où je réside actuellement, et c'était à l'approche des élections en France. Et donc il me faisait parler des élections en France, c'était au mois de mars, et il me dit, moi en Chine je ne peux pas voter, et donc je ne suis pas un citoyen chinois. C'est-à-dire qu'il n'utilisait pas une formule qui nous serait peut-être familière. Mes droits de citoyen me sont niés. C'est ce que peut-être la formule que nous aurions tendance à utiliser. Ce qu'il disait, c'est que la relation qui existe entre A qui vote pour B étant impossible, empêchée, A n'était pas un citoyen. C'est-à-dire que c'était vraiment, ce qu'il mettait en avant encore une fois, c'était une relation, et de relation, il positionnait à partir de questions de légitimité A et B. Il n'allait pas jusqu'à dire donc ceux qui ne sont pas élus par moi ne sont pas véritablement mes dirigeants. Mais il disait je ne suis pas un citoyen. C'est-à-dire que cette façon de ne pas parler effectivement en tant que droit subjectif à protéger, mais à dire qu'il y a une relation avec autrui et que dans le cadre de cette relation quelque chose est démenti, nié ou au contraire consolidé, est véritablement une façon d'argumenter que l'on retrouve en Chine et que l'on retrouve beaucoup dans ces lettres. Je vais être très très rapide aussi ici, mais il me semble que cette grammaire conjonctive de l'action, alors que je n'ai pas une approche généralement très, très culturaliste de ce qui se passe en Chine, est vraiment quelque chose de très important, car cela jette un autre regard sur les formes de lutte qui ont existé en Chine entre 1949 et 1979, où c'était vraiment, on donnait la parole à certains, pour mettre en évidence une relation d'accusation, A accusé B, et c'est parce que A accusait B que A était de bon statut politique et que B était de mauvais statut politique. Ce que je voudrais dire, encore une fois, donc très très rapidement, c'est que dans les lettres aujourd'hui, il y a véritablement une forme dialogique qui est mise en avant. C'est-à-dire que je s'adresse à toi, je s'adresse à vous, nous nous adressons à vous. Je vous cite très rapidement une autre extrait de lettre. Respectueux président Hu Jintao, je m'appelle Wang Han. Au moment où je vous écris cette lettre, cela fait plus de 2 ans que je suis une sorte de fugitif, me cachant des autorités de la ville de Yulin qui veulent m'arrêter. Je continue, excusez-moi. À l'origine, j'étais un paysan qui se tenait à sa place, qui avait choisi de dépenser toute son énergie pour prendre le risque d'exploiter des puits de pétrole, etc. Et il le termine. Je suis un Chinois, vous êtes le président des Chinois. Comment feriez-vous si vous étiez à ma place ? J'espère que vous pourrez venir en aide. Ce que j'essaie de souligner très très rapidement, c'est que dans ces lettres, le mouvement qui domine nettement aujourd'hui et de façon assez claire, c'est que ceux qui prennent la parole incriminent dans 86% des 700 lettres que nous avons récoltées, ceux qui sont incriminés sont les représentants locaux du parti et de l'État. Et dans les lettres, ce qui est dit, c'est ce que ces personnes me font, toujours l'importance de l'aspect relationnel, ne devrait pas être, dépasse les bornes de l'admissible, et bien sûr est en violation des principes que vous, responsables de ceux qui vous représentent localement, avez mis en avant de façon formelle. Et on écrit du coup à ces autorités en mettant en avant la relation présumée qui les lie, et en disant donc la relation qui nous lie prend appui sur un certain nombre d'attentes que nous avons et d'attentes légitimes que nous avons envers vous. Parmi ces attentes légitimes qui sont très clairement exprimées dans ces lettres, il y a le fait que les gouvernants, par exemple, ont pour obligation d'écouter les gouvernés. Et donc toutes les lettres disent « vous devez au moins nous écouter, vous ne pouvez pas ne pas nous écouter », et notamment d'écouter leur désir de justice. Certaines lettres disent même qu'est-ce que écouter aujourd'hui veut dire en Chine. On vous demande de nous écouter, mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais, encore une fois, je n'ai pas le temps de citer plus des lettres, d'extraits de lettres. Les gouvernants ont également, dans ces lettres, sont présentés comme la relation qui lie les deux. Ils ont pour obligation de rendre des comptes aux gouvernés. Ceux-ci doivent, si ce n'est accéder à leurs requêtes, du moins ont pour devoir, obligation d'apporter une réponse. Le shuofa. Donc apporter une réponse. De façon aussi un peu nouvelle, depuis une dizaine d'années,
Ceux qui écrivent aux autorités, bien souvent nationales, leur demandent de se mettre à la place de ceux qui écrivent. Et là aussi, c'est assez important on demande aux gouvernants de manifester le pensée politique par excellence que constitue, et toujours je me réfère ici à une auteure comme Hannah Arendt, le fait de penser en se mettant à la place d'autrui. Mais là, on le demande, on le sollicite de ceux qui gouvernent. Donc, je suis obligée d'être très très rapide, mais donc j'ai essayé d'insister sur le fait qu'il s'agit pour moi, même s'il n'y a pas de théorie politique, véritablement d'un espace politique. Deuxième point que je voulais aborder, je vous disais qu'il s'agit dans ces lettres de déployer un mouvement relationnel. Les attentes de A envers B. Et ce mouvement relationnel, il aboutit à positionner A, notamment. C'est-à-dire qu'à travers ces lettres, ayant déployé ce mouvement relationnel, ceux qui adressent ces lettres ou qui font ce genre de visite disent qui ils sont. Ils disent qui ils sont, ils peuvent dire qu'ils sont en disant « je suis un habitant, j'étais là, je suis un homme », etc. Quelquefois, ils font le récit un peu de leur biographie. Ça peut prendre une page, dire qui ils sont. Donc, le point sur lequel j'essaie d'être clair, c'est qu'il y a ce mouvement relationnel et après, ce deuxième point, dire qui l'on est. Et dans ces lettres, ils disent qu'ils sont en déclinant leur identité formelle, en sélectionnant, je l'ai dit, quelques éléments de leur biographie, mais surtout en employant de façon récurrente, et c'est le contraste avec les 3 premières décennies du régime est très clair, je, nous. C'est-à-dire que vous avez dans une lettre de 2 pages, 45 fois, 60 fois, je parle en mon nom. Et non seulement je parle en mon nom, mais j'estime, je suis indigné, que je suis en colère parce que je juge. Et donc, ils se réclament comme auteurs des jugements qu'ils expriment dans ces lettres. C'est un jeu qui manifeste que l'on ose penser et penser par soi-même, que l'on ose être soi et faire surgir des nous sur lesquels il y aurait beaucoup à dire et qui étaient inconnus pendant les 3 premières décennies du régime, mais je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Mais ce que les auteurs de ces lettres disent, surtout de façon assez, je dirais, claire, c'est d'affirmer comment ils se conçoivent eux-mêmes, quel rapport ils entretiennent avec eux-mêmes. De façon plus précise, ils disent qu'ils se conçoivent comme une personne, un être humain, ils utilisent le mot chinois « jeune », qui demande précisément à être traité comme un être humain, au nom des principes généraux qui devraient prévaloir entre les êtres humains. Donc, il s'agit véritablement de dire « je ne suis pas quelqu'un notamment qui va accepter de façon passive la situation qui m'est imposée ». Et je crois que ce point, dire « je ne suis pas quelqu'un qui va rester le bras croisé », est véritablement un mouvement fondamental dans ces lettres. S'il n'y avait pas cela, si on s'intéressait simplement au fait est-ce que l'administration répond aux lettres, on ne comprendrait pas. D'abord, on penserait pourquoi ces personnes s'obstinent. Ils ont écrit une lettre de lettres, l'administration contourne, dévie, délaie la réponse. Comment comprendre que des personnes tout à fait intelligentes, complexes, écrivent 10, 20, 50, 500 lettres? J'ai rencontré un pasteur protestant chinois, mais je pourrais citer quelqu'un d'autre qui m'a dit, quand il a su que je m'intéressais à cette question, moi et mon père, on a envoyé depuis le début presque 500 lettres. Il dit, il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas accepter, et donc cette prise de parole, dire que l'on est quelqu'un qui n'accepte pas, et notamment ce qui nous est fait. On ne pourrait pas comprendre le cheminement dans lequel certains se mettent, monter à Pékin, vivre à Pékin 5-10 ans comme pétitionnaires ou comme plaignants, s'ils ne comprenaient pas qu'il y a véritablement une question d'identité. Plutôt, il ne s'agit pas de dire qui je suis, mais ce que je suis comme personne. Et donc il s'agit de dire que des seuils ont été franchis, et dans ces lettres, on déploie des notions de dignité, des notions du respect qui m'est dû, du respect que je me dois, de la nécessité de me donner les moyens, la capacité de mener à bien ma vie et de développer certains projets, la nécessité de pouvoir protéger ma vie et la vie d'autrui. Donc toutes les questions d'environnement, de pollution, de santé, de médicaments frelatés vont entrer également ici. Troisième point pour conclure que je voulais aborder, c'est en venir, en essayant d'avoir mis en avant cette question de l'importance du mouvement relationnel qui est déployé dans les lettres.
la façon dont les gens, à travers ce mouvement relationnel, disent ce qu'ils sont. Je voudrais revenir à cette question que ces pétitionnaires ou ces plaignants ne font que reprendre la parole du pouvoir. Je vais vous lire quand même très vite un extrait de lettre pour que vous compreniez ce qu'on peut faire avec la parole du pouvoir. Ce sont des ouvriers migrants à Shenzhen qui écrivent une lettre et qui disent « Quelle différence y a-t-il entre les concessions françaises et anglaises qui existaient avant 1949 à Shanghai et notre situation actuelle ? Les patrons chinois prêtent main forte aux patrons étrangers, ils sont leurs chiens courants et nous considèrent comme des esclaves. Ils protègent les capitalistes et nuisent à nos intérêts, nous exploitant et prélevant la plus-value de notre travail, en échange de cadeaux et faveurs répandus à droite et à gauche. Nous n'avons pas confiance dans le bureau du travail, les grèves sont inutiles, alors il est normal que nous évoquions la nécessité d'une nouvelle révolution et que nous brandissions le drapeau où sont inscrits les mots « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Excusez-nous si certaines de nos paroles vous ont offensé. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous analysez cette lettre, vous avez plus-value, capitaliste, chien courant, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, vous avez tous ces éléments du discours officiel en Chine après 1949. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que l'importance accordée à ce mouvement relationnel et le fait que c'est de ce mouvement relationnel, à partir de là qu'on définit qui je suis et qui est en face de moi, contrairement à ce que nous voyons dans des mouvements d'action collective peut-être ailleurs, il s'agit du coup de prendre appui sur ce qui nous lie dans le cadre de cette relation que nous avons mis en avant, de ce qui nous est commun, de ce qui nous est partagé. Ce qui nous est commun, ce qui nous est partagé, c'est quoi ? Si vous allez aujourd'hui à Pékin, dans un endroit où les pétitionnaires de province montent, vous avez des pétitionnaires ou des plaignants, comment ils vivent à Pékin, en vendant des documents nécessaires pour les autres plaignants pour qu'ils rédigent leurs lettres. Vous allez avoir, je prends l'exemple d'une visite en mars 2005, 142 textes législatifs, loi sur l'environnement, la propriété, le droit du travail, 73 coupures de journaux qui reprennent des engagements des dirigeants chinois. Vous avez des chants, et bien sûr, il y a toute la question des principes moraux. On dit en Chine que ce sont les lois du ciel. Donc le cadre normatif, c'est ça. C'est des principes moraux, des principes éthiques, des lois, des engagements. Donc il s'agit de partir de ce qui est commun. Il s'agit aussi de partir de ce dont on peut le moins douter. Et de ce dont on peut le moins contester la légitimité et la familiarité. Et on ne peut pas contester la légitimité des lois, des engagements, des projets, des promesses. Et c'est là qu'il y a une habileté pour moi très importante. On s'en engage comme de promesses qui lient les gouvernants aux gouvernés. Et on demande à ceux auxquels on s'adresse d'agir conformément aux promesses qu'ils ont faites. Mais ce que font les plaignants dans leurs lettres, c'est qu'ils prennent des fragments, notamment du discours politique, années 50, vocabulaire marxiste, les plus-values, les capitalistes, les chiens courants, 90, 2000. On prend des pans, des fragments très différents du discours officiel, projets concernant la défense, la protection de la santé du peuple chinois, etc. Et on reconfigure un discours officiel qui n'a jamais existé de cette façon-là à aucun moment de l'histoire chinoise de ces 6 dernières décennies. On ajoute à cela des principes moraux dont on rappelle la légitimité, et donc on reconfigure un cadre normatif qui, oui, si on prend que les mots, on a l'impression que ce sont que des mots du discours officiel. Si on prend l'ensemble du cadre normatif dans cette pluralité, on voit qu'il s'agit d'un cadre nouveau, et surtout, ce que font les gens dans les lettres, c'est qu'ils lient ce cadre normatif à la situation singulière, personnelle ou bien qui engage toute l'usine, tout le village, qui est la leur. Or, ce discours reconfiguré n'a jamais été prévu pour faire face à ces situations singulières. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas les mots, c'est le récit. Et la façon dont le récit lie la singularité des situations et un cadre normatif général qui est réaffirmé comme valide. Ce qui laisse aux autorités la responsabilité de dire, parce que les lettres ça se terminent souvent par des interrogations. Est-ce que vous trouvez ça juste ? Est-ce que vous trouvez cela raisonnable ? Ce qui fait que le mouvement est le suivant. On demande aux autorités et à elles, soit de réaffirmer ce qui est commun et que les plaignants dans leurs lettres ont eux-mêmes reconfiguré. Et donc s'ils disent oui c'est injuste, oui ce n'est pas raisonnable, il y a obligation pour eux d'intervenir et de réagir, soit on fait porter à ceux auxquels on s'adresse le poids du fait de s'écarter
de ce qui est commun et de ce qui est partagé. Donc c'est un mouvement assez différent. Il ne s'agit pas encore une fois d'écrire en disant vous pensez noir, je pense blanc. Il s'agit de dire nous pensons tous blanc, mais j'ai réinterprété le blanc. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, c'est vous qui partez vers le noir ou le gris. Et donc il s'agit d'un mouvement qui est tout à fait différent. Ce que je voudrais conclure en disant que, bien sûr, ces plaignants, ils s'organisent quelquefois, ils font des élections à Pékin, ils interviennent d'une façon qui peut être beaucoup plus directement politique. Bien sûr, il y a quelques années, un chercheur à Hangzhou a décidé de créer un nouveau parti politique en Chine. Il a été depuis arrêté et il disait, quand on lui a dit « mais quels sont les membres de ton parti ?» Il a dit « c'est tous les 50 millions de plaignants qui existent au moment où je fonde mon parti en Chine. » Donc ils peuvent avoir une action politique beaucoup plus directe, mais je voudrais vraiment insister en véritable conclusion sur le fait que les propos tenus par ceux qui font leur apparition au sein de cet espace, et c'est vraiment un espace d'initiative et d'apparition, décrivent ou aboutissent ou développent, déploient un processus de, on pourrait dire, même si jusqu'ici j'ai essayé d'éviter le terme, de subjectivation politique, qui touche des acteurs sociaux bien au-delà des groupes impliqués dans des actions collectives aujourd'hui en Chine, officielles, répertoriées. Ce processus ne prend pas appui sur la simple demande d'une mise en application de formules officielles ou de catégories abstraites, mais sur les jugements négatifs portés sur des actions et situations particulières à la lumière des principes pluriels que celles-ci transgressent. Plutôt que de contester d'emblée ce qui les distingue des représentants du parti et de l'État auquel ils s'adressent, les plaignants soulignent ce qui les lie les uns aux autres et les oblige mutuellement, en dépit de la pluralité des positions. Plutôt que de contester les mesures et directives officielles, ils s'efforcent de limiter les incertitudes sémantiques, normatives actuelles, en sélectionnant et en réinterprétant lois et engagements publics comme autant de promesses dont ils contribuent à établir le sens.